Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 24 mars, une quotidienne comme d'habitude en 3 parties. On commence avec la suite de notre dossier consacré au Cercle des nageurs de Nyon. Depuis une année, une crise interne divise le club. Aujourd'hui, nous donnons la parole au président Stéphane Ferrer. En sport, le navigateur Grégoire Sigvart nous raconte son épopée lors du championnat du monde de 4-7. Il revient de son voyage à Vilamora en Algarve au Portugal. Discussion au plateau avec Alexandre Caporal. En culture, on voyage dans le temps et on s'intéresse aujourd'hui au Festival international d'archéologie de Nyon pour sa 12e édition en ligne du 24 au 4 avril. Petit aperçu en compagnie du directeur du FIFAL, Christophe Goumand. La suite de notre dossier consacré au Cercle des nageurs de Nyon. Depuis une année, le mythique club nyonnais subit une crise interne. Ce soir, une soirée d'information organisée par le comité en place aura lieu. Et puis, le 31 mars, l'Assemblée générale ordinaire. Aujourd'hui, nous donnons la parole au président du club, Stéphane Ferrer. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, hier, nous avions eu la version du comité candidat et notamment la parole du président candidat au poste de président, logiquement, Fabien Héritier. Alors, j'aimerais avoir votre point de vue sur la situation. Selon vous, quel est l'élément déclencheur de cette crise interne? Alors, l'élément déclencheur date depuis le mois de février 2020, où nous avons eu un petit souci avec un de nos collaborateurs. Et partant de là, il y a eu une demande d'Assemblée générale extraordinaire sous le couvert de l'anonymat. Et par la suite, il y a eu de nombreuses critiques, griefs contre le comité en place, que je représente aujourd'hui, sur des allégations liées donc aux problèmes de gestion, à des problèmes de gouvernance, à des problèmes sociaux, des problèmes juridiques, visiblement. Mais aujourd'hui, on n'a toujours pas d'éléments concrets. Et on ne sait toujours pas exactement ce qu'on nous reproche. Alors c'est un dossier très complexe, c'est vrai, mais du point de vue externe, on a vraiment l'impression que c'est finalement un conflit de personnalité, de personnes. J'ai l'impression, effectivement, puisqu'il n'y a rien de concret aujourd'hui. On sait que le club est en parfait état, d'un point de vue structure, d'un point de vue juridique, d'un point de vue social. Il y a 2 ans, nous avons amorcé d'énormes chantiers au sein du Cercle des nageurs de Nyon, donc sur la partie juridique et sociale, notamment pour nos collaborateurs. Je rappelle que le Cercle des nageurs représente 50 collaborateurs, une partie fixe, une partie à l'heure. Et notre rôle, notre responsabilité au comité et moi-même, c'était de remettre de l'ordre dans ces contrats de travail, dans ces éléments juridiques pour protéger nos collaborateurs, protéger également le Cercle des nageurs de Nyon et avoir un cadre de travail totalement structuré et qui répond... Ce n'est plus vraiment le cas, hein. Pardonnez-moi, plusieurs choses intéressantes que vous dites, on va y revenir, mais de manière plus ciblée, plusieurs personnes vous reprochent notamment de gérer ce club de façon dictatoriale et de gérer cette entreprise comme si c'était la vôtre, en fait, de gérer ce club comme si c'était votre entreprise. D'accord. Alors, gérer un club d'1,5 million aujourd'hui en termes de recettes, c'est comme une petite PME. L'esprit familial qu'on demande dans une association ou pas, il est là. Ça ne veut pas dire s'il y a une structure organisationnelle qui change et qui s'adapte justement au mouvement du Cercle des nageurs de Nyon depuis 3 ans maintenant, où on voit un développement qui a été doublé. On voit des collaborateurs qui sont de plus en plus importants au sein du Cercle des nageurs de Nyon et une structure organisationnelle qui devait justement être beaucoup plus adaptée. Et ça a été la mission de notre comité. Donc, premièrement sur le terrain, avec une structure organisationnelle, des nouveaux contrats de travail. Je vous prends un exemple. Nous avions des collaborateurs qui avaient 4 semaines de vacances, d'autres qui en avaient 5, des personnes qui avaient 12 mois 12 salaires donc sur une année, d'autres 13, des personnes qui avaient les mêmes qualifications et qui n'avaient pourtant pas les mêmes rémunérations ou la même rémunération. Et l'objectif a été Est-ce que c'est tout ça qui a généré des crises ?
Il me semble. Encore une fois, aujourd'hui, on ne connaît pas le fond de la problématique qu'on nous reproche. Au mois de février 2020, il y avait cet élément-là avec cette demande d'Assemblée générale extraordinaire qui a duré plusieurs semaines sans avoir un interlocuteur en place. Parce que je rappelle que le comité qui est candidat aujourd'hui, donc présidé par M. Fabien Héritier... Ouais, il a notamment déposé une plainte auprès du tribunal civil le 20 janvier pour pouvoir organiser cette Assemblée générale. Alors j'entends bien sûr, il y a eu le Covid, c'est compliqué, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu en arriver jusqu'à là ? Parce que je pense que le dialogue a été rompu à un moment donné. On a fait de l'appel du pied plusieurs fois, on a essayé de se rencontrer plusieurs fois. On n'a jamais pu vraiment discuter. On a rencontré M. Héritier. Stéphane Ferrer, pardonnez-moi, les yeux dans les yeux, est-ce que c'est possible de discuter avec vous? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend cette reproche-là, on vous dit que vous êtes un dictateur, un tyran. Est-ce que c'est possible de discuter avec vous? Ma porte est toujours ouverte et on l'a écrit, on l'a notifié. On s'est même rencontrés. De dire que je suis un dictateur, mais ça veut dire quoi finalement? Que je ne discute pas avec les gens, que ma porte n'est pas ouverte? Bien au contraire, il y a eu tout un processus d'accompagnement dans le changement de ces procédures de travail au niveau social. Nous avons fait appel à un RH extérieur, donc un spécialiste du management, de l'accompagnement dans le changement, sur les interactions avec une équipe. Plusieurs documents que vous avez constitués. Absolument. À l'inverse, de l'autre côté, le comité candidat vous demande également plusieurs documents en vue de la soirée de ce soir et en vue de l'AG, y compris notamment la base de données des membres pour vérifier les droits de vote des membres. Pourquoi ne pas leur retransmettre ces documents-là? Mais la base de données, il faut bien comprendre que c'est la propriété du club. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a eu déjà un problème avec cette base de données qui a été soustraite au Cercle des nageurs de Nyon. Il y a eu des communications qui sont parties à tout va, qui ne sont pas conformes d'ailleurs à notre statut, qui ne sont pas conformes à la loi. Donc c'est pas comme ça qu'on doit procéder. On n'a jamais fermé de communiquer une information à nos membres. Après, on a eu... Sachant qu'aujourd'hui, il y a cette crise, que vous voulez être transparent, en tout cas c'est ce que vous nous dites. Pourquoi ne pas vouloir donner cette base de données ou la faire vérifier, histoire que tout le monde soit d'accord, que les personnes qui voteront font bien partie du club, payent bien leurs cotisations? C'est ça ce qu'on aimerait vérifier. Mais mais ce qu'on peut vérifier, donc cette base de données, on peut effectivement la consulter auprès de notre bureau. C'est pas du tout un souci. On l'a transmise donc à Maître Novera chez le notaire. Aujourd'hui, déjà que les choses soient très claires, j'ai notifié à l'ensemble de nos équipes. Qui a choisi ce notaire? C'est notre comité qui a choisi ce Et là, notaire. vous n'avez pas l'impression que ça peut justement, encore une fois, porter préjudice, puisqu'aujourd'hui, les membres ou certains membres ne vous font pas confiance, le fait que ce notaire-là soit choisi par votre comité? Mais j'ai pris quelqu'un d'indépendant. Moi, je ne connais pas Maître Novera. Maître Novera est un mandataire indépendant, reconnu auprès des institutions suisses. Reconnu, c'est lui qui fonctionne visiblement avec des entreprises qui sont cotées en bourse en Suisse. Donc, il a l'habitude des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. Et encore une fois, nous, comité en place, on a décidé collégialement, notre comité, qu'on allait prendre cette voie-là, cette direction-là pour être le plus neutre possible. Le comité candidat nous a proposé une personne comme médiateur et une personne pour orchestrer ce vote et cette assemblée générale extraordinaire. Mais je note avec notre comité que cette personne n'est pas une personne neutre, puisqu'ils sont avec le comité, elle est avec ce comité candidat depuis le début. On nous a imposé ces choses-là. Pour revenir au fait, deux audits ont été réalisés, un audit financier et un audit structurel. Alors au niveau des chiffres, vous le disiez tout à l'heure, le CNN, c'est un budget d'1,5 million. Est-ce que les comptes de l'association pour l'exercice de septembre 2019 à août 2021 ont été vérifiés? Bien sûr, plusieurs fois. Donc il y a un contrôleur au compte. Dans cet audit, donc. Absolument. Donc le grand livre comptable a été remis. Toutes les pièces ont été remises donc à cet auditeur. Donc quels sont les points qui ont été vérifiés? L'ensemble des points au niveau financier. Il y avait des points liés sur les subventions qui étaient allouées donc au Cercle des nageurs de Nyon, les subventions liées en provenance de la ville de Nyon. Donc il y avait également tout ce qui était lié à nos résultats, les recettes, le bilan, nos finances, la structure
nature juridique également, et puis il y a eu un audit au niveau structurel, au niveau organisationnel, mais ça aujourd'hui je n'ai toujours pas reçu cet audit structurel, alors qu'il a été remis visiblement il y a plusieurs mois à la ville de Nyon. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas propriétaires de ces audits, on les a reçus le 3 mars également. Donc vous avez reçu l'audit financier. Est-ce que dans ce document-là, lorsque vous l'avez reçu, est-ce qu'il y a des recommandations dans le rapport que les membres doivent connaître pour l'Assemblée générale de ce soir? Bien évidemment. Et donc cet audit, il est déjà en consultation auprès du bureau du Cercle des nageurs de Nyon. Est-ce qu'il y a des recommandations justement que les membres doivent connaître? Les recommandations, elles sont assez marginales finalement. C'est quoi? C'est tout simplement d'avoir un peu plus de transparence sur notre allocation de subventions en provenance de la ville, où c'est donc dans une catégorie budgétaire et sur une catégorie de numéro de compte. Et ça, je précise que ça a toujours été comme ça depuis les précédents comités. Donc, on ne cherche pas à cacher quoi que ce soit. Ça, on va travailler avec la ville pour leur rendre, j'allais dire, ce qu'ils veulent à ce niveau-là. Moi, j'ai rien à cacher au niveau de la transparence de nos comptes. 1,5 million, c'est de l'argent public. On comprend que cette demande-là soit faite. 1,5 million, c'est plus l'argent public. Je suis désolé. Sur 1,5 million, vous avez à peu près, on va dire 90 à 100 000 francs de subventions qui émanent. Oui, bien sûr, voilà, bien sûr. Mais c'est pas 1,5 million de pour recettes l'enveloppe des subventions. Oui. Alors ce soir, lors de cette information, les candidats souhaitent également prendre la parole pour présenter le comité candidat. Est-ce qu'ils l'auront? Mais bien évidemment. J'ai entendu que nous refusions de voir le comité candidat à notre réunion Zoom ce soir. Pas du tout. Je suis désolé, mais ça fait combien de temps que le comité candidat a transmis une plaquette publicitaire donc, sur leur programme, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et dessus, c'est notifié qu'ils faisaient donc une réunion d'information Zoom le 25. Nous aurions pu faire le 26 aussi, pour voir ce qu'ils allaient dire, machin, etc. Donc là-dessus, on peut être rassuré. Ce soir, tout le monde aura la parole. Bien évidemment. Le comité candidat. Et je leur laisserai un moment de parole sans problème. Parce qu'ils ont pu se présenter ici sur ce plateau. Stéphane Ferrer, voilà le comité que vous avez choisi de mettre en place et de présenter, c'est lequel? Alors, le comité en place, vous dites, ou le comité à venir? Alors, le comité à venir, c'est un comité bénévole, totalement bénévole. C'est un des seuls points sur lesquels nous étions OK avec le comité candidat. Je rappelle aussi que lorsque j'ai repris la présidence du Cercle des nageurs de Nyon, le comité avait déjà des salariés dans le club. Et je m'étais élevé moi-même, avec d'ailleurs l'ancien vice-président du Cercle des nageurs de Nyon, contre ces éléments-là. Donc ça, c'est pas un élément nouveau. Après, concernant le comité, il s'inscrit dans une continuité de tout le travail qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Il travaille avec notre comité en place depuis déjà plusieurs semaines, justement pour qu'il y ait bien cette transition. Je rappelle que nous sommes en pleine saison sportive et en pleine saison financière sur notre exercice. Et donc, vous avez une équipe complémentaire qui m'a rejoint, donc avec Roberta Antonini-Philippe, avec Nicolas Schatcher, avec Nicolas Niksevich, avec Stéphane Geiser, donc qui sont chacun des professionnels qui connaissent très très bien le club, sauf deux personnes comme Stéphane Geiser et Nicolas, notre futur peut-être vice-président, si nous avons la possibilité d'être réélus. Et ces garçons ont une certaine fraîcheur, puisqu'ils sont très nouveaux dans le club. Et l'association, la complémentarité de l'expérience avec Jelko Niksevich, moi-même par exemple, ça c'est quelque chose qui va fonctionner très très bien. Variés comme le comité candidat, donc aux membres de choisir bien sûr. Alors Stéphane Ferrer, vous m'avez confié aujourd'hui avoir le sentiment d'être l'homme à abattre. Il y a bien sûr ce comité candidat qui se présente aujourd'hui, mais selon vous, qui est-ce qui tire les ficelles? Qui veut votre tête réellement? Je leur pose la question, mais j'ai l'impression que c'est une cabale effectivement contre notre comité et moi-même. Je rappelle qu'aujourd'hui, ça va faire presque 14 mois que nous sommes dans ces tensions du Cercle des nageurs de Nyon. Nous avons
très peu communiqué finalement. Pourquoi nous avons peu communiqué? Parce que nous ne voulons pas prendre en otage donc, nos membres. Et puis surtout, nous étions à travailler d'arrache-pied, comme j'aime le dire, avec notre comité pour travailler pour nos collaborateurs. Je rappelle qu'il y a 50 personnes qui sont restées pratiquement sur le carreau depuis le mois de mars l'année dernière, le 17 mars. Et mon rôle avec celui du comité, c'était d'aller chercher auprès de la RHT, par exemple, donc ce chômage partiel, de pouvoir faire bénéficier nos moniteurs à l'heure, donc ceux qui ne sont pas fixes, ces jeunes moniteurs et jeunes monitrices, assistants que nous avons dans notre école de natation, des solutions financières que nous avons obtenues au bout de 4 mois de négociation avec les services de la RHT. J'ai envie de dire, c'est un peu une autre histoire, mais effectivement, c'est du travail qu'il faut faire sur le terrain. Alors voilà, les résultats seront communiqués au comité en place le 31 mars. Et là aussi, ça a un peu attiré mon attention, j'avoue, parce que c'est vrai que c'est écrit que les résultats seront communiqués au comité en place. Pourquoi ne pas communiquer directement à tout le monde? Ou peut-être que j'ai mal compris. C'est-à-dire, quand vous dites qu'ils ne sont pas... Alors, lorsque l'on lit la convocation, là, qu'on a reçue aussi, officielle, convocation à l'Assemblée générale ordinaire, à la fin de la page, il est écrit « Maître Novera, officiant comme notaire et mandataire indépendant pour la récolte des volts. Les résultats seront communiqués au comité en place le 31 mars. » Donc, c'est stipulé, précisé que ces informations sont communiquées au comité en place. Sachant qu'il y a toute cette crise, pardonnez-moi Stéphane Ferrer, pourquoi ne pas communiquer à tout le monde? On va le communiquer bien évidemment à tout le monde, mais c'est un process juridique. C'est pas moi qui l'invente ou c'est pas moi qui l'impose. C'est un process qui doit fonctionner comme cela. C'est-à-dire que cette assemblée générale, qui sera donc le 31 mars, je vous rappelle que nous sommes justement dans un cas très spécifique, puisque on ne peut pas effectuer cette assemblée générale ordinaire en présentiel. On doit ratifier, c'est un terme juridique, le 31 mars, cette assemblée générale ordinaire, avec la votation qui est faite directement chez... Ce que je vous entends, vous ne craignez pas finalement que... sachant qu'il y a toutes ces tensions, que cette information passe d'abord par vous et qu'ensuite elle soit communiquée, qu'il y a un manque de transparence? Mais il ne peut pas y avoir un manque de transparence. Maître Novera est un mandataire indépendant, reconnu par toutes les instances juridiques ou de justice par rapport à cela. Il représente effectivement plusieurs sociétés donc, en bourse et autres, donc il a l'habitude au niveau de des assemblées générales. Il y a une ratification qui va être faite le 31 mars en présence du comité en place. Et c'est la loi, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'invente, qui l'impose, et c'est un process qui fonctionne dans ce domaine. Tous les bulletins de vote vont arriver chez le notaire entre lundi qui vient de passer et lundi prochain. On a laissé... Et il pourra vérifier justement que tout soit légal. Mais bien évidemment, il a la liste. Aujourd'hui, je ne sais même pas qui vote, qui a voté. Et je tiens à préciser que les votes sont confidentiels, c'est-à-dire que je ne serai même pas avec notre comité, on n'aura pas les informations ou les résultats de qui a voté quoi, etc. Et ça ne m'intéresse pas. Nous voulons sortir de cette crise, entre guillemets, parce que pour le club, c'est plus vivable, que ça soit le comité. C'est d'ailleurs une crainte, hein. On prend le temps, mais c'est vrai que, voilà, comme on l'a expliqué hier, c'est une crainte aujourd'hui du côté des observateurs, qu'aujourd'hui, de cette division, de toute cette tension, deux clubs naissent. Or, on sait que la ville n'a pas les moyens de soutenir financièrement deux clubs. Exactement, et j'en ai parfaitement conscience. Et notre rôle aujourd'hui avec notre comité, c'est de contenir tout ça. Pourquoi vous ne nous avez pas entendu, vu dans la presse, ni ailleurs d'ailleurs? C'est parce qu'on a voulu contenir tout ça et faire en sorte que les éléments soient apaisés. Qui ne vous a pas entendu? Les autorités ou les membres à l'intérieur? Alors, j'allais dire les autorités de fait, c'est un problème interne, donc ça c'est à nous de le gérer, avec l'aide bien évidemment des autorités. J'aurais bien aimé que la municipalité ou le service des sports puisse s'intéresser de façon neutre dans ce dossier. Après, vous les avez pourtant rencontrés lors d'une séance, je n'ai plus la date en tête, mais vous les avez rencontrés. Oui, 4 mois après, étonnamment. 4 mois après, donc naissance, début de ces conflits début février, et il a fallu qu'on sollicite effectivement les services de la ville, et notamment du service des sports, qui malheureusement n'ont pas pris contact avec le comité en place, ne serait-ce que pour dire est-ce qu'on peut vous aider, quel est le problème, ou ne serait-ce que pour nous dire ça va pas, vous nous embêtez, ça se passe plus comme ça, etc. Mais même pas.
il a fallu qu'on prenne, nous, contact et qu'on invite ces personnes-là à venir nous rencontrer. C'était le lundi 15 juin, d'ailleurs. Oui, très bien. Et la prochaine date, ce sera ce soir, Stéphane Ferrer. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été avec nous à la maison. Donc, voilà cette séance d'information pour les membres qui aura lieu ce soir via Zoom. Et puis, l'Assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 31 mars. Très belle journée à vous, Stéphane Ferrer. Merci beaucoup, Andrea. Ils ont disputé il y a 10 jours les championnats du monde en 4-7 en double à Vilamoura au Portugal avec leur 14e place. L'Aubonois Grégoire Sigvart et son acolyte Kilian Wagen n'ont malheureusement pas réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo, ce qui était leur objectif, mais pas de quoi rougir parce que le duo suisse a tout de même fait une magnifique saison avec de très beaux résultats. Pour faire un bilan de tout ça, j'accueille en plateau le navigateur Grégoire Sigvart. Bonjour Grégoire. Bonjour. Grégoire, du coup on imagine premier sentiment après ces mondiaux, j'imagine une grande déception quand même. Pas mal de frustration, déçu aussi, parce qu'on a fait un beau travail et puis malheureusement on n'a pas réussi à le montrer sur le papier et puis c'est ce qu'on regrette le plus. Ouais, parce que comme je le disais, vous n'avez pas de quoi rougir parce que vous avez fait une très belle saison, il y avait de très beaux résultats avec certains championnats aussi avec des beaux scores. Et puis là, vous y avez vraiment cru, quoi. En allant au Portugal, vous y croyez, quoi. Ouais, on fait une super préparation hivernale. C'était compliqué avec le Covid. La dernière année, c'était vraiment compliqué. On a su bien rebondir, à se mettre dedans, à s'entraîner dur et intelligemment. Et puis voilà, on se sentait prêt. Maintenant, on savait qu'il y avait 6 équipages très forts. Et puis tout le monde mérite sa place au jeu parmi ces 6. Maintenant, voilà, on a fait une belle régate. Malheureusement, un de nos adversaires a été vachement au-dessus. Et puis voilà, il n'y a pas trop de discussion là-dessus. Ouais, c'est ça. Et puis il y a eu, alors pourtant tout avait bien commencé parce que donc au Portugal, ça se passe en une semaine en fait, ces championnats du monde avec plusieurs courses, etc. Il y a eu d'abord des beaux résultats. Avec les premières régates, vous étiez dans le top 5. Et puis en fait, c'est, il me semble, 2 courses en fait qui vous ont vraiment pénalisé, notamment un problème technique assez dur avec le SPI qui a explosé. Donc le SPI, c'est cette voile à l'avant donc qui prend vraiment le vent arrière. Enfin, dis-nous en plus justement de ce qui s'est passé réellement. Ouais. Alors exact, c'est une compétition de voile, c'est 6 jours, c'est 5 jours de compétition et puis le 6e jour c'est la finale avec les 10 premiers. Voilà, nous ce qui est frustrant c'est qu'on a quand même fait une belle régate, ça se voit pas forcément sur le papier mais on a très bien navigué tout le long, on s'est battu pour le top 5 en fait, on était tout le temps au contact du top 5. Et puis voilà, l'avant-dernier jour, on a malheureusement cette malchance avec le SPI qui se déchire en fait sur une manœuvre. Ouais. Voilà, c'est vraiment de la malchance parce que ça arrive à tout le monde de temps en temps. Et nous, ça nous est arrivé vraiment au plus mauvais moment. Au plus mauvais moment, ouais. Donc là, déjà, on perd 20 points. Donc ça nous met déjà un peu dans le dur. Mais par contre, on se remet dedans. On se remotive et puis on a quand même toujours cette opportunité de finir dans les 5. Donc le lendemain, on fait une manche de 2 et une manche de 3 pour terminer le championnat. Malheureusement, on se fait disqualifier sur la dernière manche parce qu'on a coupé la ligne de départ. Donc c'est le jeu, on devait pousser, on a joué et puis malheureusement on a perdu. Ouais. Donc c'est ce qui fait un peu mal, quoi. À ce moment-là, mentalement, qu'est-ce que vous ressentiez à la fin en fait, de ces mondiaux? Parce qu'il y a quand même la satisfaction d'aller disputer ces mondiaux quand même, avec tout le travail accompli comme tu dis. Et d'un côté, comment arriver à dégager un peu, on va dire, cette déception qui doit t'habiter en fait à la fin du championnat? Bon, au début, au début forcément beaucoup de frustration. On voyait pas le positif. Aujourd'hui, maintenant, 10 petits jours plus tard, on est quand même un peu plus objectif. On arrive à trouver des choses quand même positives dans tout ce qu'on a fait. Maintenant, c'est vrai que quand on a l'avant-dernier jour, quand on a déchiré ce SPI, on s'est dit mais c'est pas possible, quoi. Il y a vraiment un truc qui joue pas et puis c'est vraiment pas de bol. Le sort est contre nous, quoi. Exact. Et puis voilà, après, à partir du moment où on a déchiré ce SPI, justement, on a su que les qualifs c'était à peu près fini, mais on s'est dit voilà, c'est quand même un championnat du monde. On a une opportunité de faire dans le top 5. Et si on arrive à finir dans les 5, 6 et puis qu'on n'est pas qualifié au jeu, les gens comprendront. Là, malheureusement, on perd tout sur le dernier jour et c'est ça qui fait vraiment mal, je dirais. Ouais, mais quand même un regard positif sur le bilan que vous tirez quand même de toute cette saison d'entraînement, de qualification, etc. Non, c'est clair. C'est clair qu'il y a beaucoup de positifs. Maintenant, on reste des compétiteurs. Un championnat du monde, c'est quand même le Graal de se battre parmi les meilleurs du monde. Les Jeux Olympiques, ça représente quand même l'excellence pour un sportif. Puis là, c'est un peu 2 échecs en un, quoi. Donc c'était ça qui était difficile. Maintenant, c'est vrai qu'on oublie souvent, mais une campagne olympique, c'est sur 4 ans, 8 ans. Bien sûr. On navigue contre des gars qui ont déjà fait 4, 5 Jeux Olympiques, etc. Donc c'est difficile, le niveau il est haut. Il faut se battre pour chaque centimètre. Et puis on l'a fait. Voilà, si on devait refaire aujourd'hui la même campagne, je crois qu'on ne changerait pas grand-chose. Et puis aujourd'hui, c'est ça qui
qui nous rend quand même gentiment fiers et là-dessus on est assez OK. Alors c'est pas fini parce qu'il y a les championnats d'Europe qui sont fin avril, hein, il me semble. Quel est l'objectif que vous avez là pour ces championnats? Alors l'objectif, il est clair, c'est de faire la même chose qu'au championnat du monde, mais en enlevant un peu de malchance et puis en allant décrocher une belle perf. C'était clair et net avec Kian, on savait avant le championnat du monde que même si ça ne le faisait pas, on y allait quoi, parce qu'il faut finir sur une belle note. Je crois qu'une campagne olympique, c'est bien plus que juste les JO finalement, c'est toute l'aventure qui est derrière. Donc terminer sur une belle note, sortir une grosse perf et puis on verra pour la suite. Alors il faut qu'on parle de Paris 2024 parce qu'on pourrait se dire ce serait la prochaine étape pour tous les deux. Donc on le rappelle avec Kylian, avec qui tu formes ce duo donc depuis plus de 5 ans il me semble, hein, c'est quelque chose comme ça. Hein. Ouais, même plus, on a commencé à naviguer en 420 donc chez les juniors, c'est le même bateau mais en plus petit. Et puis, donc ça fait 2014 qu'on est ensemble. Donc un duo de longue date avec qui vraiment vous avez pu développer un vrai équilibre hein, sur le bateau pour arriver à atteindre ces performances-là. Alors je dis Paris 2024, pourquoi? Parce qu'il y a un changement de règles avec les bateaux 4-7 justement, où en fait les Jeux Olympiques devront se disputer dans cette discipline en mixte. Donc du coup tu ne vas plus pouvoir courir avec Kylian, c'est ça? Ouais, c'est un changement de règle qui nous fait un peu mal aussi parce que, en fait, au tout début, quand on a commencé le projet, l'objectif final, c'était Paris 2024 avec l'espoir de décrocher une grosse perf là-bas. Du coup, Tokyo, c'était une étape. En cours de route, c'est devenu l'objectif final parce que vous ça a saviez changé. Que vous ne pouviez pas Donc, aller... effectivement, on ne va pas pouvoir continuer à naviguer ensemble pour des questions de gabarit, en fait. Nous, on fait du double poids léger et c'est compliqué, les deux ensemble, d'arriver à être suffisamment lourd pour changer de bateau ensemble. Donc c'est sûr qu'on va devoir se splitter malheureusement. Et puis c'est ça ça rend encore le truc un peu plus dur. Ouais, donc il faut finir sur une bonne note au championnat d'Europe, vraiment. Tout donner, effectivement, c'est quoi la suite, Grégoire, pour toi, pour Kylian? Du coup, maintenant qu'on sait que vous ne pourrez plus naviguer ensemble, est-ce que tu vas quand même continuer en double, en 4-7, avec quelqu'un d'autre ou pas? Alors pour l'instant c'est difficile à se projeter. C'est sûr que Paris 2024 c'est à côté de la maison, c'est comme si on faisait une campagne à la maison. Donc c'est sûr que c'est tentant. Et puis on repart pas de zéro parce qu'on a quand même déjà un joli bagage derrière. Maintenant c'est difficile, il faut trouver le bon coéquipier ou coéquipière. Il faut relancer un programme olympique, donc il faut trouver des fonds, etc. Donc ça fait beaucoup d'incertitudes, mais dans l'idée, c'est quelque chose qui me motive. Donc rester en double, t'aimerais pas finalement bifurquer sur autre chose, toujours dans la navigation bien entendu, mais peut-être en solo? Non, je pense que le double, c'est un choix assez clair. Ça reste ta discipline. Voilà, ouais. Ouais, c'est quelque chose qui me plaît, j'aime bien le challenge que ça représente, de devoir gérer un coéquipier et puis de tout ce challenge de la communication et tout, c'est quelque chose que j'aime bien, quoi. Ouais, donc comme tu dis, cette équipe, cette communication à deux, quoi. C'est vraiment quelque chose d'important pour toi et qui a défini en fait la discipline que tu as choisie depuis le début. C'était ça vraiment, côté duo? Au début, on est un peu arrivé par hasard là-dedans. C'était un peu une proposition qui est tombée comme ça par hasard autour d'une table un soir en rigolant. Puis voilà, c'est parti de là et puis on s'est un peu lancé dans le truc sans savoir vraiment ce qu'on voulait quand on avait 15-16 ans, quoi. Donc, et maintenant, tu ne devrais pas te détacher de cet équilibre-là, quoi. Enfin, que tu trouves avec un binôme. Disons, c'est difficile de revenir en simple, je pense, maintenant. Et puis j'aime bien cette idée de partager quelque chose avec quelqu'un. Ça rend le truc peut-être un peu plus challenging, mais franchement, c'est cool. Bon, Grégoire, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On comprend bien entendu toutes ces déceptions dont on a parlé, mais on garde quand même le positif quand on regarde dans le rétroviseur. Yes. Et puis surtout, on regarde vers l'avant, vers ces championnats d'Europe pour finir sur une belle note. C'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. Merci beaucoup. Merci, Grégoire. Merci à bientôt. Pour l'invitation. Au revoir. Le Festival international du film d'archéologie de Nyon tiendra sa 12e édition en ligne du 24 au 27 mars. Un rendez-vous qui s'adresse aux professionnels et amateurs d'archéologie avec une trentaine de films accessibles jusqu'au 4 avril. Petit aperçu en compagnie du directeur du FIFAN, Christophe Gouman. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors une édition en ligne, une édition spéciale. J'imagine que c'était quand même un petit challenge pour vous de mettre tout ça en ligne. Oui, tout à fait. C'était un challenge parce que ça sort de l'ordinaire. Donc c'était soit on ne faisait rien, soit on a quand même un public qui nous a demandé, on aimerait quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc on a décidé de le faire en ligne. Et c'est vrai que projeter un film dans une salle, on a l'habitude, mais mettre tous les films en ligne, on a moins l'habitude. Donc voilà, il a fallu trouver des solutions techniques, mais on y arrive.
Oui, alors tout ça, ce sera visible du 24 au 27 et surtout jusqu'au 4 avril où vous prolongez justement la durée. C'est une manière aussi pour vous de montrer ce qui se fait en archéologie, de montrer tout ce qui se fait d'année en année. Quelle est la plus grande évolution ? La plus grande évolution, disons, il y a beaucoup de recherches qui se fait un peu partout dans le monde, hein, donc on ne peut pas parler d'évolution. Bon, il y a l'évolution de l'archéologie, de la science, bien sûr, donc avec les recherches ADN et tout ça, tout ce qui se fait à ce niveau-là. Ensuite, il y a tous les problèmes des pays en guerre, la Syrie et toute cette zone du Proche-Orient. Malheureusement, ils ont subi un énorme pillage et maintenant, dans certaines régions, les archéologues peuvent retourner et remettre un peu, essayer de recoller un peu les pots cassés, entre guillemets, quoi. Donc retrouver un peu... Avoir accès à ces territoires et à ces terres. Ces territoires et ces terres, oui, bien que beaucoup ne sont pas plus accessibles. Ouais. Alors, pour cette 12e édition, on a un teaser, quelques images, mais est-ce que vous pouvez déjà nous en dire quelques lignes ? Voilà, le fil conducteur de cette édition, c'est lequel ? Il n'y a pas un film conducteur durant tout le festival, mais il y a des séances avec des thèmes. Et disons, le thème sur lequel on porte plus particulièrement cette année, c'est l'archéologie glaciaire, qui fait d'ailleurs l'objet de l'affiche et de la première séance de ce soir. Ouais, ce soir, ce mercredi. On regarde le teaser et on revient tout de suite après. Cette 12e édition, le FIFAD met à l'honneur l'archéologie glaciaire. Christophe Goumont, qu'est-ce que c'est l'archéologie glaciaire ? C'est l'archéologie qui se passe dans les glaciers. Parce qu'aujourd'hui, les glaciers fondent depuis très longtemps déjà, mais il y a une accélération de la fonte des glaciers et ils révèlent des nombreux objets anciens du néolithique jusqu'à nos jours, quoi. Et ce que les glaciers avaient gardé depuis des millénaires, maintenant on ressort. Et il y a des bois, par exemple, qui sortent et ils pourrissent. Donc ils ont été conservés pendant des millénaires par les glaciers. Tout le monde connaît. Il y a un travail de conservation aussi à faire aujourd'hui. Voilà, de recherche pour retrouver ces objets et puis les conserver. Oui. Alors le problème, c'est que les glaciers, en Suisse, pour prendre que l'exemple de la Suisse, mais ça se passe dans le monde entier, hein, bien sûr, au nord, dans les pays nordiques et tout ça. Mais en Suisse, par exemple, les glaciers, il y en a énormément, donc c'est impossible pour les archéologues d'arpenter tous les glaciers en été pour voir ce qui ressort, quoi. Ouais. Alors ce qui est intéressant, enfin plutôt là où j'aimerais faire un lien, c'est qu'en 1999, le musée romain de Nyon s'est lancé en tant que pionnier. Aujourd'hui, pour faire l'évolution de ce musée, si on parle des glaciers, pas de glaciers ici dans la région. Donc comment est-ce qu'il suit cette tendance aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des liens qui se font quand même entre le musée romain et ses découvertes? Disons, le musée romain de Nyon, c'est un musée de sites, donc qui parle principalement de Nyon. Pour le moment, l'archéologie glaciaire, c'est quand même une science très récente, hein, donc elle n'a pas plus de 30 ans, et les recherches, quand je dis 30 ans, c'est à l'époque où on a découvert Ötzi, qui a révélé un peu cette nouvelle archéologie, si on veut, mais il a fallu attendre quand même pas mal d'années pour qu'on prenne vraiment conscience, que les scientifiques prennent vraiment conscience qu'il faut aller sur les glaciers et rechercher ça. Donc c'est une science très nouvelle, il n'y a pas encore assez de matière et tout ça pour en faire des expositions, des choses comme ça. Quoique le musée de Sion a fait une exposition tout récemment.
À Nyon, pour le moment, il n'y a encore rien eu et c'est tout à fait normal parce que c'est quelque chose qui est trop récent. Tout nouveau, ouais. Tout à fait. Alors, vous avez réalisé 2 films, je crois qu'on en voit justement ici quelques extraits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, ça c'est une expédition au Schneider parce que il faut savoir que, j'ai parlé d'Ötzi, mais Schneider c'est un col qui est situé entre le canton de Berne et du Valais et on a un personnage qui est passé par là il y a 5000 ans, donc au néolithique, qui est de 1000 ans pratiquement plus ancien que Ötzi. Et ce personnage, malheureusement on ne l'a pas retrouvé, mais on a tout retrouvé de lui, le carquois avec ses flèches, ses habits, le pantalon, les souliers, tout. Mais on n'a pas retrouvé le corps. Et chaque année, le glacier révèle de nouveaux objets. Et ça, c'était une expédition qui a eu lieu le 15 septembre 2020, une des dernières expéditions, parce que le glacier a bientôt complètement fondu, pour aller rechercher de ces objets, quoi. Ouais, c'est aussi des collaborations qui se font à l'international aujourd'hui. Ça permet justement de faire des liens entre les différents pays, d'avancer dans la recherche. Oui, tout à fait. Collaboration déjà, je dirais, intercantonale, parce que les services d'archéologie en Suisse, c'est canton par canton. Et là, on est à la frontière entre le Valais et Berne. Et c'est vrai que sur le canton de Berne, là, on redescend sur le canton de Berne. Et de l'autre côté, là, on est sur le canton du Valais. Et c'est des cols qui étaient ils sont à 2750 mètres d'altitude, à le Schneider. Et ils étaient très fréquentés à l'époque. Et on retrouve énormément, par exemple, tout bêtement, des clous de chaussures de l'armée romaine. Donc c'est des cols qui devaient être très fréquentés à l'époque romaine, à l'époque néolithique et tout ça, quoi. Ouais. C'est fascinant, c'est vrai qu'on a tendance à se taire parce que toutes ces images sont assez exceptionnelles. Et puis, il ne faut pas oublier que derrière ce festival, c'est aussi un jury et notamment une projection le vendredi 11 juin à Nyon lors de la journée romaine organisée par le musée romain de Nyon. On espère évidemment qu'elle aura lieu. Ça fait partie du festival, ce concours. Oui, tout à fait. Qui dit festival dit concours. Donc chaque année, on a des prix qui sont remis par un jury et par le public aussi. Donc le public peut voter cette année en ligne. Voilà, oui. Et donc il y a 3 prix, le prix du public, le prix du meilleur film d'archéologie et le prix un peu le coup de cœur du jury. Très bien. Christophe Goumand, directeur du Festival international d'archéologie de Nyon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci à vous. C'est tout pour la quotidienne du 24 mars. Un plaisir encore et toujours d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Très belle suite de programmes sur Nyon Région Télévision.